Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire proposé par la commission entreprise de l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire sur le thème du financement des entreprises. Alors, ce webinaire vous est proposé suite au constat fait par un certain nombre d'experts comptables sur le terrain, en tout cas de ressenti d'une tension sur l'accès au crédit des entreprises. Alors évidemment, le coût du crédit augmente, une sensation de renforcement des garanties demandées par les financeurs et puis, une sensation que les chances de succès pour obtenir, les financements, sont peut-être, plus incertaines. Donc l'objectif du webinaire est de faire le point sur la situation réelle avec, nos intervenants de la matinée, sur les solutions qui s'offrent aux entreprises et puis aussi sur les bonnes pratiques à privilégier en tant que conseil, des chefs d'entreprise pour favoriser les chances de succès. On a la chance d'avoir, sur cette matinale, 4 intervenants, autour de nous, qui sont, madame Besson Ophélie, directrice régionale adjointe de la Banque de France, madame Stéphanie Lebrun, responsable du, crédit région ouest de la Banque publique d'investissement, BPI, monsieur Jean-Yves Galerne, délégué régional de la Fédération bancaire française et monsieur Philippe Bataille, directeur des crédits et recouvrements de la Caisse d'épargne. Un grand merci à vous d'être présents sur ce webinaire avec nous. Juste avant de démarrer, je voulais préciser à tous nos participants que vous êtes 175 inscrits sur ce webinaire, ce qui montre bien l'intérêt que nous avons tous sur cette thématique. Nous vous précisons également que le support qui va défiler tout au long de ce webinaire vous sera adressé par mail dans les prochains jours. Je précise également que le webinaire va être enregistré et disponible en replay sur le site internet de l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. On essaiera d'en sélectionner quelques-unes à la fin et de les poser à nos différents intervenants. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Je laisse d'ores et déjà la parole à madame Besson. Je vous remercie pour cette invitation et je vais commencer par poser le contexte, contextualiser la situation en matière de distribution du crédit. La Banque de France centralise les déclarations des établissements de crédit s'agissant des encours qui sont attribués aux entreprises, ce qui nous permet d'avoir une vision globale de la situation au-delà du ressenti que chacun peut avoir et peut se forger sur son expérience personnelle. Alors, sur cette première diapositive, vous voyez un crédit bancaire qui reste dynamique au niveau national. Nous avons connu 10 hausses de taux directeurs depuis entre juillet 2022 et septembre 2023. Nous avons eu bien sûr une répercussion, et c'est l'objectif sur les taux pratiqués par les banques commerciales pour le financement des projets de vos clients. Et le graphique de droite est édifiant sur cette remontée. Je vous communique les dernières données recensées. Le taux d'intérêt annuel demandé au cours du mois de novembre, dernier mois disponible, est de 4,80. Il était de 4,77 en octobre, donc il y a encore une progression au niveau global du taux du coût du crédit. Et pour vous donner plus de références pour l'ensemble de vos clients, un point de focus sur les PME qui ont un taux plus élevé que les autres entreprises, à 5,16, mais ce taux était stable entre novembre et octobre. Donc peut-être le début d'un palier, les taux sont plus faibles pour les grandes entreprises et les ETI. Dernier point de repère, encore une fois, pour vous et vos clients, toute taille d'entreprise confondue, les crédits de moins d'1 million d'euros, donc les crédits de plus faible montant, ont vu leur taux fléchir en novembre. Ils sont désormais à 4,62% contre 4,65 en octobre. Voilà, merci. Contre 4,65 en octobre, donc là aussi un début d'inflexion. Dans ces conditions de taux, je vous prierai de revenir à la diapo précédente, merci. Dans ces conditions de taux, comment se passe la distribution du crédit? Vous le voyez sur le graphique de gauche. C'est un graphique en taux de croissance mensuel. Donc la ligne noire en 2023 a été régulièrement sous la ligne du zéro.
Donc, effectivement, l'année 2023 a été une année à la baisse. Baisse tirée par les crédits de trésorerie, c'est les petits bâtonnets bleus que vous voyez. Ça étant dit, le crédit court terme, en janvier 2020, avant qu'on ne distribue massivement des PGE, ce que vous voyez sur le graphique, le fort pic coloré en bleu, il y avait 237 milliards d'euros de crédit court terme distribués. Aujourd'hui, nous sommes à 319 milliards d'euros. Certes, ça a baissé depuis juillet 2022, mais c'est toujours largement distribué et nettement plus que pré-pandémie. De la même façon, je prends les mêmes références chiffrées, les crédits d'investissement. En janvier 2020, représentaient 768 milliards d'euros et aujourd'hui, il y a 957 milliards d'euros d'encours de crédit moyen terme. Donc, au niveau national, la distribution du crédit a ralenti. Nous ne sommes plus dans cette période anormale de taux extrêmement bas, mais l'accès au crédit perdure et les encours globaux continuent de progresser. Alors, qu'en est-il au niveau régional sur la diapo suivante? Je vais aller beaucoup plus vite sur cette diapo parce que vous connaissez tous les particularités économiques de notre région. Et on y retrouve ici les conséquences de ces particularités et de ce dynamisme économique. La distribution du crédit est plus dynamique qu'au niveau national. Sur un an, les encours de crédit mobilisé, c'est-à-dire utilisés en France, ont cru de 2%, là où en Pays de la Loire, elles ont enregistré une croissance de 3,7%. Donc, on est sur un territoire, on le sait, qui est plus dynamique et où l'économie fonctionne de façon plus satisfaisante. J'ai quand même cherché, pour vous apporter cette information, s'il existait des secteurs économiques en Pays de la Loire où la distribution du crédit était plus ralentie qu'en France. Il en existe 3 que je vous livre: l'agriculture, les activités de soutien aux entreprises et les holdings. Dans ces trois secteurs, la distribution du crédit a été un petit peu moins dynamique dans notre région qu'au niveau national. Après avoir fait ce point par secteur, je vous propose sur la diapo suivante les disparités selon les typologies d'entreprises. Sur le graphique, la ligne jaune vous sert de référence, c'est la croissance des encours de crédit mobilisés, toute taille d'entreprise. Vous voyez en rouge ou vert, selon qu'on inclut ou non les micros, que la distribution pour les PME est moins dynamique. Cela étant, au niveau national, et vous avez les références sur la droite, par rapport au national, le dynamisme ligérien ne se dément pas, avec pour chaque catégorie d'entreprise une distribution du crédit supérieure à ce qu'elle connaît au niveau national. Passons maintenant au nerf de la guerre, la trésorerie et le financement court terme. À nouveau, la distribution en Pays de la Loire reste plus souple sur la diapo suivante, reste plus souple qu'au niveau national. Là, vous voyez la distribution de court terme est à moins 1,7 en France et plus 14 au niveau régional. Sur le graphique de droite, je reprends les résultats de notre enquête présentée hier à Nantes et avant-hier à Saint-Nazaire, une enquête que nous réalisons chaque année auprès de 1500 entreprises de la région. Et nous les avons interrogées sur l'évolution de leur délai de règlement client en 2023. On voit que la stabilité reste la majorité, mais il y a un point d'attention avec une poussée des allongements de délai, notamment dans la construction. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur la distribution du crédit à proprement parler. Et je vous propose maintenant, à titre complémentaire, de faire un focus sur 2 points pour lesquels, et je m'adresse aux experts comptables présents en majorité aujourd'hui, sur lesquels votre rôle de conseil peut être utile à vos clients. Premièrement, premier point sur la diapo suivante, la médiation du crédit. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2008, qui est reconduit depuis, qui a connu une formidable hausse en 2020 au moment de l'octroi des PGE et qui aujourd'hui en volume est revenu à son niveau antérieur à 2020.
Les dossiers de médiation du crédit que nous instruisons à la Banque de France répondent à 3 grands critères. Je vous ai replacé les 5 principaux motifs de saisine, mais les 3 les plus constatés sont une rupture de ligne court terme, un refus d'octroi de ligne moyen terme ou court terme, ou enfin, troisième grand critère de saisine, la renégociation du PGE. À ce titre, je vous rappelle que l'accord de place a été reconduit jusqu'en 2026 pour renégocier les PGE dans le cadre de la médiation du crédit pour les PGE de moins de 50 000 euros. Comment ça se passe, la médiation du crédit? Il s'agit de saisir un dossier en ligne, de joindre des documents comptables, et le chef d'entreprise qui a ainsi déposé un dossier est rappelé sous 48 heures pour faire une analyse plus détaillée de sa situation et de rentrer dans la phase de médiation entre le chef d'entreprise et ses établissements de crédit. C'est une procédure gratuite et confidentielle. La médiation fait partie de l'arsenal à disposition des entreprises avant que les difficultés ne deviennent particulièrement compliquées à surmonter. Donc, j'attire votre attention sur ce dispositif qui est un moyen à la disposition des chefs d'entreprise. Mon deuxième focus sur la diapo suivante sera sur la cotation Banque de France. La cotation, c'est l'avis de la Banque de France sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers. C'est une référence dans la relation client-banque. La cotation Banque de France, elle est intégrée dans la notation interne des banques sur laquelle les établissements de crédit s'appuient pour l'octroi de financement. Elle peut même être directement prise en compte pour déterminer le taux applicable pour tel ou tel financement. Pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros, nous allons procéder à une analyse financière approfondie, évidemment, comme toute analyse financière, de l'activité, capacité bénéficiaire, autonomie, solvabilité et liquidité. Une analyse financière approfondie, je vous ai mis les chiffres, nous réalisons cette étude pour 21 000 entreprises en Pays de la Loire, en tout cas en 2023. Pour une partie de ces entreprises, nous allons compléter notre analyse financière d'une analyse qualitative. Et cela se réalise grâce à des entretiens réalisés avec les chefs d'entreprise, entretiens qui nous permettent d'avoir une visibilité sur le fonctionnement qualitatif de leur entreprise, sur leur stratégie et sur la vision prévisionnelle qu'ils ont de leur activité. Là, nous avons réalisé 2400 entretiens en Pays de la Loire au cours de l'année 2023. Ces analyses nous permettent d'obtenir une cotation qui est répartie sur une échelle à 21 positions, de 1+ la meilleure jusqu'à P pour les sociétés en procédure de redressement ou liquidation judiciaire. Jusqu'à 4+, les sociétés qui bénéficient d'une cotation donc de 1+ à 4+, sont éligibles au refinancement, ce qui signifie que les établissements de crédit peuvent apporter les créances qu'elles ont envers ces entreprises en garantie auprès de la Banque centrale européenne pour être elles-mêmes refinancées. Nous avons donc une exigence de taux de défaut sur ces entreprises de moins de 1%. Je vous ai mis les références sur le diapo également. Je vous présente ici la ventilation des cotations au niveau national. Sachez qu'au niveau régional, encore une fois, notre situation économique privilégiée ne se dément pas. Nous avons certes un tout petit peu moins d'excellence en cote 1, mais nettement plus de cotes 2, 3 et 4+. Donc, la cotation Banque de France n'est pas du tout un frein au financement de l'économie dans la région Pays de la Loire. Cette cotation, elle est diffusée à qui? Aux dirigeants, bientôt dans son espace dirigeant Banque de France, sécurisé par une connexion France Connect. Et elle est diffusée également aux établissements de crédit qui, je vous l'ai dit, l'utilisent dans leur notation interne notamment.
Je vous invite à suggérer à vos clients de communiquer avec nous afin de renforcer le poids de l'analyse qualitative et prévisionnelle dans nos critères d'attribution, dans notre attribution de la cotation qui leur sera attribuée. Nous sommes toujours disponibles pour les chefs d'entreprise qui souhaitent nous expliquer une année particulière ou un prévisionnel avec des informations qui méritent d'être portées à notre connaissance. Voilà en quelques mots ce contexte. Donc, je reprends une distribution du crédit qui reste fluide, notamment au Pays de la Loire, des conditions d'octroi un peu moins favorables pour les PME, même si celles de Pays de la Loire sont mieux servies qu'au niveau national. Et le dispositif de la médiation du crédit, un dispositif avancé en cas de problème, principalement de financement. Et enfin, la cotation Banque de France, un outil à prendre en compte dans la relation avec les établissements de crédit. Merci beaucoup. On laisse la parole à Monsieur Galerne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais brièvement revenir en fait sur le contexte de taux qui a été évoqué tout à l'heure pour indiquer que sur 2024, nous connaîtrons une baisse des taux. Aujourd'hui, ce sont des choses tous les indicateurs positionnent des éléments dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'en 2023, jusqu'en 2023, on est arrivé finalement à un point haut de la situation des taux sous l'impulsion de la politique monétaire, donc des banques centrales. Donc on a eu une période de renchérissement du coût de la ressource pour les banques et il y avait donc le besoin de restreindre l'offre de crédit pour lutter contre l'inflation, ce qui a fait que le loyer de l'argent a fortement grimpé, avec en plus pour les crédits immobiliers la double contrainte du calcul du taux d'usure et des critères du Haut Conseil de la stabilité financière, ce qui n'est pas sans conséquence sur la filière bâtiment aujourd'hui en termes d'activité. Le seul bémol qu'on peut dire sur le taux aujourd'hui, c'est qu'on ignore la temporalité et l'amplitude de cette baisse tout au long de l'année 2024. Dans ce contexte, je vais me référer au niveau bancaire à une étude trimestrielle qui est produite par BPI et Rexecode, qui a l'avantage en fait de pouvoir donner des informations sur des mêmes mesures, et ceci dans le temps, ce qui permet des comparaisons intéressantes. Donc, les chiffres sont issus d'une situation analysée sur le troisième trimestre 2023, sur la base en fait d'environ 800 entreprises au niveau national. Dans ce domaine, on va séparer la partie trésorerie, exploitation courante, de la partie investissement. Sur la partie trésorerie, 72% des TPE-PME ont fait effectivement appel au crédit dans la partie trésorerie, avec une baisse de 9% quand on compare en fait avec une période avant crise Covid. Et dans 78% des cas, ils n'avaient pas de difficulté pour récupérer effectivement les demandes, sachant que la mesure qui est faite dans l'étude, c'est que par rapport à une demande, est considérée comme étant valide à partir du moment où ils ont reçu au moins 75% du montant qu'ils avaient initialement souhaité. Côté investissement, on est sur voilà, 112% des montants demandés par les TPE et les PME, et avec un taux en fait d'accord autour de 80%, et ceci sur un palier finalement assez stable. À partir de ces éléments d'information, donc on peut aller sur le slide suivant, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de l'ensemble des points? Ce qu'on retient, c'est que en matière de demande sur la partie trésorerie, il y a eu toute la période en fait 2020 de la mise en place des prêts garantis par l'État, et j'ai vu passer quelques questions, donc je pense qu'on abordera ça dans les questions-réponses un peu plus tard, sur finalement où en est-on sur les PGE. Mais ça a été effectivement derrière un élément important, puisque les PGE étaient ouverts en fait à tout type de nature de demande, que ce soit d'investissement ou de trésorerie, et derrière a servi finalement à avoir une situation un peu plus stable pendant une période qui était très délicate en matière de récupération de chiffre d'affaires. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que finalement, dans une période qui avant Covid et aujourd'hui analysée post-Covid, on a un accès en fait à ce type de crédit qui reste proche des 80%. Sur les investissements, il y a le maintien d'un niveau de demande d'investissement qui reste fort, et finalement, on peut faire le corollaire avec les chiffres qui ont été présentés à la Banque de France sur le taux d'évolution des encours des crédits d'entreprise
je rappelle, à 3,7% pour la région, à comparer les 2% au niveau national. Il y a toujours eu finalement une activité dynamique sur notre région, et même si effectivement le taux d'évolution a largement baissé en fait dans la période sur les 5 dernières années, ce qui est logique puisqu'on a connu ça au niveau national et au niveau régional, il n'empêche, ça a toujours été en fait un moteur en fait dans l'évolution, et l'obtention est là aussi restée plutôt élevée, même si elle était en baisse en fait quand on compare entre maintenant et puis la période qui est avant Covid. Dans l'étude, il est également positionné finalement et demandé aux chefs d'entreprise quels sont finalement leurs freins au développement. Pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, cet élément-là d'accès au financement revient en fait en 8e position sur 10, avec simplement 11% des cas qui sont relevés, indiquant, bah, voilà, j'ai un problème d'accès au financement qui m'empêche en fait d'assurer mon développement. Et les vraies difficultés que l'on observe, on les retrouve à la fois sur les recrutements, et ça s'est accru en fait dans la période, même si maintenant il y a une tendance un peu à la baisse sur ce sujet-là, ça reste quand même un sujet prégnant en fait en matière de frein au développement. Les perspectives de demande dégradées, c'est-à-dire que l'incertitude aujourd'hui sur la visibilité, les carrés de commande qui peuvent être plus bas dans un certain nombre de secteurs, les coûts et les prix qui sont élevés, ce sont en fait les facteurs principaux. Et on retrouve exactement ça pour ceux qui étaient présents hier à la matinale donc, de la Banque de France, sur une étude qui a été présentée par la Chambre de commerce sur Nantes-Saint-Nazaire pour finalement le département de Loire-Atlantique. On retrouve beaucoup de similitudes sur ces éléments développés en fait dans l'étude nationale au niveau de BPI France, puisque 9% en fait des chefs d'entreprise de Loire-Atlantique indiquaient qu'ils avaient un problème d'accès au financement, donc pour mettre en relation avec les 11% évoqués ici dans l'étude. Et on retrouvait en fait, grosso modo, les mêmes éléments en amont sur les freins en développement que sont les problèmes de recrutement, les problèmes de perspective et le problème des coûts et des prix élevés. Donc, ceci est une vision en fait globale. On sait tous que, par contre, il y a une situation hétérogène selon les secteurs d'activité, et ce sont des points qui sont des vigilances pour nous, établissements financiers. On va citer quelques exemples. Le secteur du bâtiment, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, en fait, sur l'accès au financement, à la fois les taux élevés et puis derrière les contraintes en fait de financement. On retrouve aussi la filière bio dans l'agriculture, qui a une situation en fait difficile liée au fait qu'il y a un changement de comportement du consommateur vu l'inflation et donc derrière une moindre consommation avec des coûts de production qui sont plus élevés. On retrouve également ça dans la restauration, et on retrouve également ça dans tout ce qui est le secteur automobile, parce que ce secteur connaît une profonde mutation et va avoir des effets en fait induits sur toute la chaîne de traitement, y compris pour la partie garage. Et ce sont des secteurs qui, à l'époque, avec la restauration et l'hôtellerie, avaient été extrêmement demandeurs de PGE. Je vais arrêter mes propos ici et puis on reprendra peut-être les échanges dans le cadre des questions-réponses. Très bien, nous pouvons passer la parole à Madame Lebrun. Bonjour à toutes et tous. Avant d'aborder en détail les différents dispositifs que BPI France peut mettre en place pour accompagner les entreprises dans un contexte un peu de tension de trésorerie, l'idée c'est de vous présenter BPI France rapidement. Qui on est? Eh bien, nous sommes une structure détenue par l'État et la Caisse des dépôts. Donc voilà, on a un actionnariat étatique. Mais nous avons aussi un actionnariat bancaire hein, de manière minoritaire, ce qui nous permet notamment de les contre-garantir, d'intervenir en contre-garantie. Nous avons 49 implantations régionales, donc dans toute la France. L'idée, c'est d'être au plus près des chefs d'entreprise sur notre territoire. Et en l'occurrence, sur la région Pays de la Loire, nous avons la direction régionale qui est à Nantes, une délégation qui est au Mans et une autre délégation qui est à La Roche-sur-Yon. Donc, le fait d'avoir autant d'implantations régionales, ce qui nous permet de prendre des décisions localement et rapidement. Donc, on a 90% de nos décisions qui sont prises en région avec des responsables métiers présents sur place. Au niveau des différents métiers, sur le slide
slide. On a différents métiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous accompagnons beaucoup les créateurs d'entreprises au travers des réseaux d'accompagnement, type Initiative, ADI ou autres. Donc, nous animons ces réseaux d'accompagnement et nous abondons dans ces réseaux pour qu'ils réalisent ensuite des prêts d'honneur pour des créations ou des reprises d'entreprises. Le métier de l'innovation, où là, nous accompagnons les entreprises qui souhaitent innover, donc sous forme de subventions ou d'avances remboursables. Le métier du financement, donc là, nous intervenons directement en financement auprès des entreprises. Donc, nous avons notre portefeuille client et puis nous allons aussi en prospection, en recherche de nouveaux clients. Et donc là, nous intervenons toujours en cofinancement avec un partenaire bancaire pour financer des besoins matériels ou immatériels, sachant que nous ne sommes pas une banque de flux, donc nous ne gérons pas de compte bancaire. Le métier de la garantie, nous intervenons en contre-garantie de prêts bancaires. Donc ça, je vais vous l'aborder dans un slide suivant. Le métier des fonds propres, nous intervenons en capital ou en OC de manière minoritaire dans des entreprises confirmées, mais aussi nous intervenons dans le cadre de fonds, c'est-à-dire que nous investissons dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes ensuite investissent dans les entreprises. Voilà. Donc on est un gros faiseur sur ce métier-là, mais on n'est pas en première ligne directement. Le métier de l'international, donc des entreprises qui ont des velléités de développement à l'international, voilà, nous pouvons également les accompagner avec un tas de dispositifs à notre portée. Et nous travaillons notamment en étroite collaboration avec Business France. Et le métier qui fait le lien entre l'ensemble de ces différents métiers, c'est le métier de l'accompagnement, où là, on est plutôt sur un capital humain et non pas financier. Là, l'idée, c'est de faire évoluer les chefs d'entreprise, voilà, les étudier peut-être sur des sujets de stratégie, de climat ou autre, pour faire en sorte qu'ils puissent faire grandir leur entreprise de manière la plus sécurisante possible. Si on fait un focus ensuite sur le métier de la garantie. Donc, métier de la garantie, donc là, nos clients, ce sont les banques qui viennent nous chercher pour contre-garantir des prêts bancaires et faciliter l'accès au crédit des entreprises. Donc là, les banques ont l'habitude de travailler avec nous. Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires de la place. Et donc, nous intervenons plutôt majoritairement sur des finalités création ou transmission. Voilà. Donc, ça peut être vraiment de la création de base, création ex nihilo, mais également, ça peut être aussi des reprises de fonds de commerce ou des rachats de titres, des LBO. Donc là, nous sommes un gros faiseur, notamment en LBO. Donc, les banques viennent naturellement nous chercher sur ces typologies, sur ces finalités. Sur le métier de la garantie, l'objectif, c'était de vous faire aussi un focus sur le renforcement de trésorerie. Donc, c'est sur le slide suivant. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des entreprises qui ont des tensions de trésorerie, nous pouvons contre-garantir des prêts qui sont là pour renforcer le fonds de roulement. Donc bien sûr, il faut d'abord que la banque ait accordé le dossier et ensuite la banque vient nous chercher directement en contre-garantie. Mais sachez que ça existe. On peut aussi contre-garantir du moyen terme qui remplace du court terme octroyé par la banque. Donc à partir du moment où la banque augmente ses engagements globaux, nous pouvons contre-garantir jusqu'à 70%. De la même manière, s'il y a une cession bail qui est prévue, une externalisation par exemple de l'actif immobilier permettant de renflouer un peu la structure financière de l'entreprise, nous pouvons également contre-garantir ce type de financement. Voilà. Sur le financement, donc ça c'est le slide suivant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc nous pouvons financer un tas de projets, que ce soit de l'immobilier d'entreprise, alors plutôt sur SCI. Donc là on finance le projet immobilier, nous intervenons également auprès d'investisseurs. Nous finançons du matériel, donc de l'équipement. Nous avons nos propres clients pour lesquels nous mettons en place des lignes de matériel tous les ans. Et nous pouvons également financer des croissances externes, du BFR de croissance. Donc ça, je vous le détaille sur le slide suivant, où là, on appelle ça, nous pouvons les financer au travers des prêts sans garantie. Donc, on a toute une déclinaison de prêts sans garantie qui peuvent aller de 10 000 € jusqu'à 5 millions d'euros. Voilà. Et on est sur des durées de financement qui peuvent aller jusqu'à de 5 ans jusqu'à 10 ans de durée. Alors, sur du renforcement, sur du financement de BFR de croissance, là, on préfère quand même se limiter sur une durée de 7 ans. Et l'intérêt de ces produits-là, c'est qu'ils sont sur une durée longue, intégrant des différés d'amortissement. Ça permet de laisser le temps
à l'entreprise de, par exemple, lancer son nouveau projet. Et ce sont des produits qui sont sans garantie. Donc, il n'y a pas de caution ou de nantissement de titre ou autre. Et nous intervenons toujours en partenariat avec la banque de l'entreprise. Donc là, on est bien sur des projets d'investissement, donc de la croissance externe ou du BFR de croissance. Et ce sont des produits pour lesquels nous ne demandons pas de justificatif. Voilà. Donc c'est très souple dans la mise en œuvre, ça va très vite. Ensuite, je voulais vous évoquer le court terme, parce que nous pouvons également accompagner les entreprises sur des problématiques court terme. Donc, nous avons à ce titre-là notre produit phare qui s'appelle le produit Avance Plus, qui est de la DAI en fin de compte, et qui permet de mobiliser des créances qui sont faites auprès de grands donneurs d'ordre, qui réalisent plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou des entreprises publiques. Voilà. Donc ça, c'est un métier c'est un ancien métier chez nous, on en fait beaucoup. L'idée, c'est vraiment de permettre d'assouplir la trésorerie de l'entreprise. Voilà, donc on est assez reconnu là-dessus et il ne faut pas hésiter à nous contacter. De la même manière, on a développé un nouveau produit qui s'appelle l'Avance Plus Préfinancement, qui est sur le slide suivant. Voilà. Et donc là, qui permet d'avancer des fonds lorsque l'entreprise pour un certain marché. Donc, on peut avancer des fonds jusqu'à 30% maximum du marché. Voilà. Alors, bien sûr, c'est toujours des marchés qui sont, qui sont liés à des marchés publics ou privés pour de grands donneurs d'ordre. Voilà. Donc, là aussi, ça apporte une souplesse en termes de trésorerie pour les entreprises. Et le dernier slide sur le court terme, c'est les engagements par signature. Donc de la même manière, nous pouvons intervenir pour mettre en place des lignes de caution pour des marchés pour les entreprises. Voilà. Donc on peut faire un mix de plusieurs produits. L'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner l'entreprise sur différentes phases de croissance ou de tension de trésorerie qu'elle peut connaître. Le dernier slide dont je voulais vous évoquer et qui nous tient à cœur, nous, BPI France, voilà, la Banque du climat, on a à cœur de mettre en marche les entreprises et les chefs d'entreprise surtout pour limiter leur impact sur l'environnement. Pour ce faire, au-delà de la partie financement, l'idée, c'est de les accompagner au travers de diagnostics. Donc on fait appel à des spécialistes qui viennent directement dans l'entreprise et qui viennent pendant plusieurs jours et qui font un diagnostic de l'entreprise sur différentes thématiques. Ça peut être par exemple un diag écoflux pour voir un petit peu les différents flux dans l'entreprise, énergétiques, d'eau ou autres, et voir un petit peu ce qui peut être mis en place pour limiter leur impact sur l'environnement. Donc on a toute une déclinaison de diagnostics et une fois que ces diagnostics sont faits, il en découle un certain nombre d'investissements que l'on peut également financer au travers notamment du prêt vert qui fait partie de la gamme des prêts sans garantie dont je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Donc, et je précise, pour finir, que nous restons à votre disposition si vous souhaitez qu'on vienne faire des présentations auprès de vos cabinets d'expertise comptable. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup madame Lebrun. On va pouvoir passer la parole à Philippe Bataille. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, le témoignage d'un établissement, sur la posture des établissements. Un petit rappel, mais je ne vais pas y passer, beaucoup de temps sur, les solutions existantes. Vous les connaissez, probablement tous et toutes. Simplement, voilà, cette palette-là, elle existe, elle existera et elle est accessible. Sur les crédits bancaires, en bas à droite, là où je me permets d'insister, c'est que, bah, oui, les taux et les garanties et je le développerai, juste après, elles sont liées à l'ambition du projet et aux fondamentaux financiers de l'entreprise, avec une durée, qui est liée au cycle et à la nature de l'investissement. Donc voilà, la palette est posée. Si on regarde la slide suivante, en fait, qu'est-ce qu'on constate? Depuis, alors le second semestre et plus encore, dernier trimestre et au début de cette année, c'est une demande qui est en recul très fort, notamment ces dernières semaines. On a vraiment une baisse significative de la demande de crédit. Et c'est conduit en grande partie, par les taux des crédits.
Tout simplement, alors c'est la même chose que sur le marché des particuliers, en fonction de la durée, la hausse des taux, faire monter le point mort d'un investissement de 10 à 25, tout simplement la mensualité ou la trimestrialité, grimpe de manière très, très significative. Ça, c'est ce qui a changé et ça a changé, le contexte a changé. Il y a quelque chose qui ne change pas, en revanche, c'est, la posture de la banque, qui reste sur des fondamentaux de long terme. C'est quoi ces fondamentaux de long terme? C'est bon de les rappeler parce qu'en fait, ils sont extrêmement simples. Des fois, on se pose la question: «Comment la banque réfléchit? Comment elle prend sa décision?» C'est extrêmement simple. La première question qu'on se pose, c'est celle de valider une espérance raisonnable de remboursement. Parce qu'effectivement après c'est pas une subvention, hem et pourquoi une espérance raisonnable de remboursement? Tout simplement parce que, l'argent que la banque prête à ses clients, ça n'est pas le sien, c'est celui de ses clients déposants. Et donc raison pour laquelle, on doit avoir une espérance extrêmement raisonnable de remboursement de ces crédits. Et ça passe par une relation humaine. Ça passe par une relation humaine entre le client, qui peut être et qui est souvent tripartite d'ailleurs, entre le client, son expert comptable et le banquier. Et là, on a besoin de partager des choses. On a besoin de partager une connaissance de la situation, on a besoin de partager une lecture de l'avenir au travers d'un prévisionnel. D'un prévisionnel, on l'espère toujours construit par le haut, hein, bien évidemment, pas par le bas et d'expliquer et de comprendre, l'ensemble des conséquences sur la structure du bilan, avec une petite faute d'orthographe. Cette conséquence, d'un investissement, ça se traduit par de la croissance et ça peut se traduire aussi, par un BFR en augmentation et il faut le prévoir. On voit aussi dans les investissements assez régulièrement un deuxième tour qui est celui du dépassement de travaux. C'est aussi toujours un peu bien de le prévoir, dans son business plan en se disant: «Bah, voilà, si j'ai des travaux qui dépassent de 10, c'est quoi la conséquence pour mon point mort?» Et ça de le partager avec le banquier et puis après, on aligne tout simplement, le financement avec, la nature de l'investissement, et puis, surtout sa durée de vie et ses coûts d'entretien ou de rénovation future. Parce que, surtout dans le monde de l'entreprise, y compris l'immobilier, on a souvent des adaptations à faire, par la suite. Dernier point d'attention et il est fondamental, c'est que, pour l'avoir rencontré à titre personnel, c'est très important le banquier va demander à son client, c'est quoi le prévisionnel? On va avoir des chiffres et puis ces chiffres, ils sont produits souvent un peu mécaniquement par des logiciels. Il faut surtout qu'on en discute, il faut surtout qu'on le comprenne et qu'on le partage. Ça, c'est l'essentiel des choses en situation saine, en situation où tout va bien, on a de belles perspectives. Il faut partager les choses. La deuxième question qu'on se pose, et ça n'est pas la première, alors même que parfois nos clients nous disent: «Bah, qu'est-ce que vous voulez comme garantie?» Mais la garantie, on en parlera après. D'abord, on parle du projet. Et la garantie, ça ne sert qu'à une chose, ça ne sert qu'à, bah, sécuriser le financement au cas où ça se passe mal. Mais c'est bien le «au cas où ça se passe mal». Donc on regarde d'abord, toutes les chances qu'on a pour que ça se passe bien. Et ben là, on prévoit les garanties. Il peut y avoir des garanties complémentaires, en fonction de la nature du financement, de «l'agressivité» entre guillemets, en tout cas de l'ambition qui est portée par le projet. Et puis, il peut être nécessaire d'aligner les intérêts du banquier et de l'actionnaire, ou du dirigeant, avec la notion d'une caution personnelle qui de toute manière, est toujours limitée puisqu'elle, doit respecter des conditions de proportionnalité. Donc voilà, ça c'est ce qui existe depuis des années et qui, je pense, existera, encore pour des années, sur la posture du banquier. Je comprends mon client, je partage avec lui une stratégie et puis j'ajuste le financement, en fonction du besoin et de la nature de l'investissement. Ça, c'est le premier point. Ce qui change donc, c'est le contexte. Et
quand on parle de contexte, alors, effectivement, on va passer à la slide, suivante. Le contexte, aujourd'hui est un peu plus tendu. Vous avez vu les statistiques de défaillance, surtout au dernier trimestre de l'année dernière. Bah, oui, il y a des dégradations de trésorerie qui sont très variables selon les secteurs et puis, malheureusement, et on le vit au quotidien, on a souvent des demandes qui sont tardives, et on a du mal à se comprendre, notamment parce qu'elles sont tardives et là, la démarche est à peu près la même, c'est la première chose à faire, c'est de se parler et de se comprendre. De parler des difficultés sans les minimiser puisque de toute manière, on le voit sur le fonctionnement des comptes. C'est aussi, de parler sereinement et on peut se faire aider notamment par la Banque de France ou par d'autres, intervenants. C'est de se poser la question et il y a un rôle très, très fort du banquier, hein, qui est d'interroger son client pour lui dire: mais est-ce que c'est pas un sujet de stratégie, industrielle ou commerciale? Est-ce que financièrement, c'est bien ça qui se passe? Donc on il y a un dialogue très important à nouer entre le banquier et son client et avec l'aide, de son expert comptable, pour identifier les causes des situations et puis pour rechercher les bonnes solutions. Parce que nous, ce qu'on voit, ou ce qu'on pense voir parfois, c'est un client qui vient nous voir, là en janvier pour me dire: «Il me faut un découvert». Ah, d'accord, et ce client-là, bon, par construction, il a toujours eu un BFR négatif. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, la question que se pose le banquier, c'est: «Est-ce que je suis pas en train de financer des pertes?» Et c'est pas au banquier de financer des pertes. En tout cas, financer des pertes, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Donc il faut se poser la question, se réinterroger et repartir sur l'objectif numéro un, qui est de se parler et de comprendre ce qui se passe pour, ensemble, identifier les bonnes stratégies et leurs bons modes de financement. Et puis, bah, tout simplement, trouver, la bonne solution. Le deuxième objectif, quand on est dans une situation un peu plus difficile, heu et c'est là que la tension peut exister, c'est qu'il faut se donner une visibilité à court terme. Alors avec l'expert comptable, effectivement, on passe souvent d'une absence de plan de trésorerie à une attente de plan de trésorerie au mois ou à la semaine. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, dans les jours et dans les semaines qui viennent? Et puis de r c'est pas rassurer, mais de donner de la visibilité. Le banquier n'a pas besoin d'être rassuré, il a juste besoin d'avoir un peu de visibilité pour l'avenir. Donc donner un petit peu de visibilité sur des les chiffres que le chef d'entreprise a à sa disposition. C'est-à-dire, la suivi de chiffre d'affaires, le suivi de marge pour ceux qui le font, des tableaux de bord d'activité, de marge ou de stock, en tout cas, ce que le chef d'entreprise a à sa disposition pour éclairer l'analyse de la situation et son avenir. On continue à s'assurer que les intérêts sont alignés et au final, et c'est probablement pas au final d'ailleurs parce qu'il faut le faire le plus tôt possible, on peut, se faire aider, il y a la médiation Banque de France, ça a été rappelé, fort justement tout à l'heure et puis les mandats ad hoc et les solutions de conciliation. Ça permet de mettre tout le monde autour de la table et ça permet de discuter beaucoup plus sereinement, de l'avenir de l'entreprise et des solutions qu'on peut apporter et à ce moment-là, pour les situations, les plus significatives, on peut avoir à demander, des revues de business indépendantes pour éclairer tout le monde, sur l'avenir de l'entreprise. Donc voilà, vraiment en 2 temps, nous ce que notre souhait quand ça va bien, comme quand c'est plus compliqué, c'est de pouvoir continuer à accompagner nos clients, dans toutes les situations, et dans ces situations, on a besoin de se parler, on a besoin d'éclairer l'avenir, qu'il soit à très court terme ou à très long terme et c'est ainsi qu'on trouve les solutions. C'est en se parlant et en se rencontrant les uns les autres. Voilà, j'en ai terminé, probablement presque à l'heure et je crois qu'on va ouvrir, plus ou moins, après une petite conclusion, les questions-réponses. Très bien, merci beaucoup, monsieur Bataille et merci à tous les 4, hein, pour vos interventions respectives et vos éclairages. On a quelques questions qui nous sans surprise, des questions autour, de la possibilité, de rééchelonner les PGE qui a été, prolongée jusqu'au 31 décembre 2026.
Donc, on a des questions sur concrètement comment doit-on faire? Alors, est-ce que quand on parle de PGE de moins de 50 000 €, on parle d'un capital restant dû à 50 000 € ou est-ce que on parle d'un PGE souscrit à hauteur de 50 000 € à l'origine? Et puis des questions aussi sur, la capacité qu'ont les entreprises à rembourser leur PGE, où en est la situation actuellement? Quelle a été, la part, prise en charge par l'État et la part prise en charge par les banques? Je ne sais pas, qui d'entre vous, veut intervenir sur cette question? Oui, Jean-Yves Galerne, délégué régional. Je vais prendre le paquet cadeau en fait sur la partie PGE pour essayer de répondre globalement à l'ensemble des questions. J'ai vu passer ça dans le fil de la conversation. Je vais aborder en fait deux thématiques sur les PGE. C'est d'un côté, quelle est la situation connue aujourd'hui en termes de données quantitatives, et puis cet accord de place donc, qui a été prolongé jusqu'à la fin normale de remboursement des PGE, qui est fin 2026, compte tenu du dispositif qui a été mis en place en 2020. Sur la situation, alors la situation, je ne l'ai malheureusement pas au plan local. Donc je sais que BPI France essaie de me retrouver effectivement parce qu'ils ont un certain nombre d'informations là-dessus, pour pouvoir me donner des informations plus régionales. Donc je vais donner une vision un peu nationale aujourd'hui sur les PGE, mais la région et le national étaient assez liés en fait dans les éléments qu'on avait jusqu'à maintenant en termes de connaissances statistiques. Pour rappel, les PGE, il y a eu 144 milliards à peu près de PGE qui ont été accordés, et ceci s'est fait très rapidement puisque finalement c'est les 2020 qui a porté en quelques mois en fait l'évolution de ces montants. Sachant qu'à l'intérieur, sur ces 144 milliards, il y avait 16 milliards pour les grandes entreprises et 128 milliards pour les autres structures. C'est important parce que dans les niveaux de remboursement actuellement, il y a une situation très différente entre grandes entreprises et autres structures. Les éléments que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que, en plus, le dispositif qui avait été reporté d'un an fait qu'aujourd'hui, mécaniquement, et la Commission européenne avait été claire là-dessus, on ne dérogeait pas en fait à la période des 6 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du remboursement des PGE doit être effectif à fin 2026. D'où la logique en fait de la restructuration qu'on va évoquer tout à l'heure. Et que, pour rappel, en 2021, sur la majorité des PGE faits en 2020, 45% des entreprises avaient fait le choix d'aller au maximum de la période de remboursement. Ce qui n'était pas un mauvais choix, puisque le PGE était quand même une ressource pas chère sur quelque chose qui finalement n'était pas avec un motif déterminé. Et donc, c'était un apport de trésorerie qui était extrêmement intéressant. À fin novembre 2023, ce sont les dernières données que nous avons au niveau national. 61% des montants, je vais parler qu'en montants et pas en nombre, parce que ce sont les montants qui sont intéressants, 61% des montants étaient remboursés. En clair, sur les 144 milliards de PGE accordés, 88 étaient remboursés, avec une différence très importante, puisque presque 90% des montants étaient remboursés au niveau des grandes entreprises et 57% sur le reste des autres entités, avec un niveau plus faible sur la partie TPE. Et ceci est assez logique, hein. Les grandes entreprises, en fait, avaient dégagé des trésoreries sur cette partie-là, et certaines avaient remboursé immédiatement, et d'autres étaient rentrées en amortissement extrêmement court. Là-dedans, le constat qu'on a aujourd'hui, deuxième donnée pour répondre à une question posée, c'est qu'actuellement, la garantie de l'État a été jouée dans 2,3% des cas. La cible qui était initialement prévue par l'État était d'avoir effectivement un taux de casse, entre guillemets, à hauteur de entre 4,5 et 5%. Donc aujourd'hui, on est à 2,3%. Mais ce que l'on sait dans une étude qui a été faite par le Sénat en début 2023, donc un rapport qui a été transmis en juin, c'est que à peu près 9% des entreprises, donc là on est plutôt sur TPE-PME, estimées avoir des difficultés pour rembourser les PGE. Donc vous voyez, on est actuellement à 2,3 de taux de casse effectif à fin novembre, avec une perspective de 9 et
une vision cible qui était donnée de 4,5. Donc on est finalement dans la trajectoire naturelle du niveau attendu de casse sur la partie en fait des PGE. Ça, ce sont les éléments que je pouvais donner sur des éléments statistiques. Et si on a des données régionales, on les transmettra à l'ordre des experts comptables pour pouvoir avoir un repère régional. Ce que je veux simplement dire, c'est que en initial, par rapport aux 144 milliards, au niveau région, il y avait 5 milliards de PGE. Donc, il y avait une demande moins importante de PGE en Pays de Loire, proportionnellement à son poids naturel. Et ceci était particulièrement vrai dans les entreprises vendéennes où il y avait plutôt de l'entraide qu'une démarche en fait, de demande de PGE. Sur l'accord de place. L'accord de place, effectivement, a été renouvelé jusqu'à fin 2026, qui est l'échéance naturelle de remboursement des PGE. Par contre, les conditions n'ont pas changé. Par rapport aux 50 000, ce sont les 50 000 en fait sur une demande initiale et non pas sur un capital restendu. On est bien sur la mécanique qui a été développée. Cette mécanique, par contre, elle a un élément important, et vous le savez tous en fait, qui est à prendre en considération, c'est que quand on restructure un PGE, on restructure l'ensemble de la dette de l'entreprise. En clair, ça veut dire que derrière, par rapport à l'aspect cotation qu'évoquait la Banque de France tout à l'heure, il y a un marqueur qui se fait pour l'entreprise qui a demandé à rembourser un PGE. Et pour le coup, ce marqueur a une influence éventuellement sur les futurs financements. Donc, c'est pour ça que ce mécanisme-là, aujourd'hui, fait que finalement, sur les 2 premières années, il y a eu assez peu de demandes, puisqu'il n'y a eu que 560 entreprises qui ont eu une restructuration, donc un allongement de la durée du PGE, pour un montant de 260 millions d'euros, ce qui veut dire à peu près 0,2% du montant initial des prêts accordés. Vous voyez, on est vraiment à la marge. Et ceci correspond aussi, tout à fait, à la recommandation, je dirais même plus qu'une recommandation, l'exigence de la Commission européenne qui avait indiqué que, OK, on vous autorise, vous en France, à restructurer en fait dans la durée, sous couvert d'être extrêmement limité sur le volume. Donc, de toute façon, le mécanisme, il existe, c'est clair. Maintenant, c'est un dernier recours. Si on n'est pas, en fait, pas forcément en fait, la priorité des priorités. C'est un recours dernier parce que derrière, il y a un aspect de marquage qui est important en fait, dans le cadre de la présentation des éléments auprès des autres acteurs, telle qu'elle est évoquée dans la cotation tout à l'heure. Voilà ce que l'on peut dire en fait, sur à la fois la situation statistique et l'accord donc, de restructuration du PGE. Et pour compléter, si vous me permettez, quand on a des difficultés à rembourser son PGE, on n'a pas des difficultés à rembourser que le PGE, hein, on a des difficultés à rembourser tout le reste. Heu, c'est très simple et j'en reviens à ma présentation tout à l'heure sur la situation. C'est-à-dire qu'on peut se faire aider de la médiation de la Banque de France évidemment et puis, de l'ensemble des acteurs, de l'accompagnement des entreprises en situation saine. Et je me permets d'ajouter sur le dernier point développé par Monsieur Galerne sur la notion de marqueur dans la cotation Banque de France de la restructuration d'un PGE, ayez bien en tête qu'effectivement, il peut y avoir un impact sur la cotation, comme il y aura un impact si l'entreprise, faute d'avoir agi suffisamment tôt, se tourne vers une procédure même confidentielle au tribunal de commerce et a fortiori vers une procédure collective. Là, le marqueur sera encore plus important. Ceci ne doit pas être un élément retenant le chef d'entreprise pour recourir à la restructuration de son PGE par la médiation des crédits, si c'est nécessaire. La restructuration d'un PGE et des autres financements, comme vous le soulignez, elle doit être nécessaire, elle ne sera mise en place que si l'expert comptable atteste de la difficulté de rembourser le PGE dans ses conditions d'origine et de la capacité de rebond de l'entreprise pour y faire face dans des conditions allongées. Très bien, merci à vous. Il nous reste 4 minutes. On va essayer d'aborder les autres questions. Une question à laquelle on est nombreux à penser, évidemment, le recours au taux variable, hein, puisque la question se pose à nouveau. Qu'en pensez-vous? Ah. Est-ce que c'est son grand retour? Il
faut être assez prudent sur les effets de bascule. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est d'avoir un mix raisonnable, en fait, pour avoir une exposition au risque de taux qui soit raisonnable. Alors ça veut pas dire grand-chose raisonnable, j'entends bien, mais ce qui peut être pour les grandes entreprises, peut-être, moins accessible, en fait, pour les professionnels, on peut effectivement avoir recours, à du taux variable, heu en prenant soin, et c'est accessible au guichet des banques, de se couvrir, et de caper, l'évolution de ces taux. On a tous, en mémoire, et ça a été rappelé récemment, heu, des tentatives sur sur des taux, basés sur des indices suisses, qui ont complètement explosé par la suite. Au début, c'était intéressant, à la fin, ça a été une catastrophe. Donc, la prudence, plus que l'opportunisme. Il faut ménager les choses, un peu, du taux fixe, du taux variable et lorsqu'il est variable, essayer de prendre un cap sur ce taux-là. C'est vraiment important. Très bien, Tota merci. Quelques questions pour la BPI. La BPI intervient-elle dans le secteur associatif et fondatif? Et comment fonctionne réellement la contre-garantie BPI? Alors, sur les associations, oui, nous pouvons intervenir en contre-garantie ou même en financement, sous condition qu'elles publient ces comptes. Voilà, qu'il y ait bien une publication qui soit faite auprès du tribunal de commerce. Et comment ça marche la garantie? Effectivement, c'est une bonne question. Eh bien, nous intervenons, nous, en perte finale. Donc, par exemple, vous avez un investissement sur lequel, il y a un financement sur lequel la banque a pris, par exemple, le nantissement du fonds et la caution du dirigeant et BPI France à hauteur de 70 par exemple. Eh bien, on va demander à la banque d'actionner d'abord les 2 garanties, à savoir le nantissement du fonds de commerce et la caution du dirigeant. Et par rapport à ce qui reste, BPI France va couvrir 70 si la quantité de garantie a été retenue à hauteur de 70. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la banque prend toujours en charge une partie du risque. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre et de l'intégrer, mais ce ne sera pas l'entrepreneur, c'est la banque dans ces cas-là. et je me permets de compléter en disant que c'est le même système pour le PGE. C'est-à-dire que, c'est on a entendu, hein, quelques demandes en disant: «Bah, voilà, on efface la dette de l'État et puis, il ne reste plus qu'à payer, les 10 à la banque et tout va bien». Donc c'est pas comme ça que ça se passe, en cas de sinistre. C'est bien, l'ensemble des recours qui sont exercés par la banque et puis on est en garantie finale de la part de l'État, c'est qui garantit bien la banque, et non pas l'entreprise. Ah, très bien et puis la petite dernière, qui concerne la RSE, un sujet d'actualité, est-ce que, les entreprises engagées dans une démarche RSE, ont une possibilité d'accéder à des taux de crédit plus intéressants et d'une meilleure cotation auprès de la Banque de France? En 2 minutes. Alors pour ce qui Alors est en des en 1 minute. crédits allez-y. En 1 minute sur la cotation, enfin même pas 1 minute sur la cotation Banque de France, la RSE fait partie intégrante de notre démarche qualitative, oui. Et donc les entreprises particulièrement engagées, ont tout intérêt à prendre contact avec nous pour se faire connaître sur cet aspect-là et que ce soit pris en compte dans l'analyse qualitative, qui vient, compléter notre analyse financière. Par ailleurs, et de manière parallèle, la Banque de France développe un indicateur climat sur la seule dimension climat et commence la mise en production de cet indicateur qui est testé depuis 3 ans maintenant et commence la mise en production au cours de l'année 2024 sur certains secteurs précis. Donc, nous continuons d'avancer sur ce sujet-là. Ce qui est de l'offre bancaire, elle existe, avec une bonification, sur des critères RSE. Cette bonification étant, totalement ou partiellement c'est au choix de l'entreprise, reversée à des associations, ou des fondations engagées, pour le climat ou toute autre cause. Mmh. Et le petit complément qu'on peut faire là-dessus, c'est que la future directive, en fait, CSRD qui arrive pour la période, va amplifier en fait ce phénomène et vraiment rentrer dans une logique complète de démarche RSE pour l'ensemble des entreprises avec
des impacts, mais également des opportunités. Et derrière, pour nous, en termes d'offres bancaires, en fait, une évolution forte en fait, dans ce domaine-là. Donc cette question, elle est tout à fait en liaison finalement avec le contexte tel qu'on le vit aujourd'hui et tel qu'on va le vivre dans les mois qui vont suivre. Très bien, merci à vous 4 pour toutes ces informations. Comment conclure, hein? On a dit beaucoup de choses, hein, sur cette matinale, quand même. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est que l'accès au crédit en Pays de la Loire n'est pas, si mauvais que ça, et vous nous confirmez que les secteurs d'activité, mais tels qu'on le constate nous au quotidien auprès de nos chefs d'entreprise, sont plus directement impactés, hein. Donc ces chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés, encore plus que les autres sans doute dans ces périodes un peu, chahutées. Il faudrait sans doute refaire un webinaire complet, hein, sur les mécanismes d'accompagnement des entreprises qui commencent à connaître des difficultés. Mais on a bien entendu, évidemment, on le sait tous, la nécessité de travailler avec les partenaires bancaires des entreprises pour trouver, les meilleures formules d'accompagnement. Voilà. J'espère que ce webinaire aura, convenu à tous nos participants. Un grand merci à vous tous, hein. Je rappelle qu'il sera disponible en replay sur le site de l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire, et je remercie à nouveau, tous nos intervenants au nom de la commission entreprise, des Pays de la Loire. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.